Oui, Madame la Présidente, mes chers collègues, le vice-président va parler d'un budget courageux. Je ne pense pas, évidemment, que ce soit le cas. Je crois que ce budget et les rapports qui nous sont présentés traduisent une fois de plus l'absence de volontarisme et d'ambition de la région sur cette question des déplacements qui est pourtant au cœur du quotidien des Ligériennes, des Ligériens et au cœur des compétences de la région. Mais la seule décision tangible, concrète, c'est l'augmentation des tarifs pour les usagers. Une augmentation qui est un véritable coup de massue pour les familles ligériennes. Et on ne peut pas invoquer l'inflation, M. Branco. L'augmentation de l'abonnement au transport scolaire, c'est plus 36%. On est bien loin de l'inflation. Alors vous avancez que c'est un choix de responsabilité, c'est à l'inverse, je crois, un choix irresponsable sur le plan écologique, à l'heure où il faut encourager l'utilisation des transports publics. C'est un choix aussi injuste socialement, à l'heure où se creusent les inégalités, où les familles ont du mal à boucler leur budget. Donc ce n'est pas un choix dicté par je ne sais quelles circonstances indépendantes de votre volonté. C'est un choix politique, parce qu'il y avait d'autres choix possibles. J'en veux pour preuve que le transport scolaire est gratuit en Occitanie depuis 2021. Eux aussi, ils ont des budgets à gérer. Qu'il est aussi gratuit en Centre Val-de-Loire depuis 2017. Ce n'est pas seulement une lubie de la gauche dépensière, parce que c'est un choix qui peut dépasser les clivages. La région Centre avait voté pour la gratuité du transport scolaire en 2017 avec l'appui de la droite. Le mois dernier, dans cette même région, droite et gauche ont voté ensemble le principe de la gratuité du TER pour les 18-26 ans. Et c'est pour cela que nous vous proposons un amendement au rapport T300. Vous avez promis la tarification solidaire dans la stratégie régionale des mobilités à l'horizon 2024. Et pourquoi ne pas la mettre en œuvre dans le calendrier prévu? A minima, la région ne peut-elle décider cette mesure pour les transports scolaires, dont la tarification augmente pour tous de la même façon? C'est aussi l'objet de ma question orale. Mais en fait, je crois avoir une part de la réponse à cette question. La réalité, c'est que votre principale ambition, c'est toujours, ça reste encore, l'ouverture à la concurrence. Une ambition qui coûte cher, très cher, et vous la faites payer aux familles, parce qu'avec ces hausses des tarifs, vous espérez obtenir 8 millions d'euros de gains, dont 5 millions grâce au transport scolaire. En comparaison, nous avons fait le calcul du coût induit par l'ouverture à la concurrence à date. De 2018 à ce jour, 9 millions d'euros. Alors, vous contestez ce chiffre jour après jour, tentant de nous embrouiller. Peut-être vous-même surpris d'ailleurs par les montants que vous n'aviez pas anticipés. Mais la réalité est têtue, et je vais m'y arrêter un instant, même si cela est un peu technique. Du côté des assistances à maîtrise d'ouvrage, vous semblez dire au Césaire, si je comprends bien, que l'ouverture à la concurrence, à date, a coûté 870 000 euros. Alors moi, et mes collègues, nous avons repris un à un les rapports et les dépenses affectées. Le 20 octobre 2022, AMO SNCF Réseau Tram-Train Sud-Loire, 405 000 euros. Le 21 octobre 2021, AMO sur l'ouverture à la concurrence des services ferroviaires régionaux, 320 000 euros. Le 16 décembre 2020, AMO pour accompagner la région dans le cadre des procédures de mise en concurrence, 488 000 euros. J'en suis déjà à 1 200 000 euros avec ces 3 décisions. Au total, j'en compte 8 depuis 2018 pour 2,26 millions d'euros. Je ne vais pas toutes les citer. J'ajoute à ça 1,2 million d'euros votés en octobre dernier pour des AMO à venir, l'indemnisation de l'appel à manifestation d'intérêt et la réalisation d'une étude d'expertise de la part de la SNCF. On est déjà au total à 4,4 millions d'euros. Ce sont des faits, ce sont des chiffres contenus dans vos rapports. Alors ensuite, vous expliquez que les dépenses du schéma régional de distribution ne doivent pas être comptabilisées au titre de l'ouverture à la concurrence. Alors là, je ne vous cache pas mon étonnement. Parce que ce n'est pas moi qui ai écrit dans le rapport budgétaire 2022 la chose suivante, je cite, « Dans la perspective de la nouvelle gamme tarifaire sur le car et de l'ouverture à la concurrence du réseau ferroviaire en 2024, les premiers achats relatifs à la mise en œuvre du SRD interviendront dès 2022. » Écriviez-vous, 25,8 millions d'euros en investissement et 16 millions d'euros en fonctionnement. Je le redis, c'est vous qui l'avez écrit, dans la perspective de l'ouverture à la concurrence en 2024. Alors aujourd'hui, en refaisant l'histoire, vous nous dites que le schéma régional de distribution est nécessaire quoi qu'il arrive parce que c'est utile pour les cars régionaux. Sans doute, mais il aurait été beaucoup moins coûteux de créer un système de distribution s'appuyant sur celui existant. Vous voyez, je vous fais l'économie d'intégrer les 42 millions d'euros tels que vous les estimez. Alors voilà la réalité des chiffres factuels, basés sur les rapports que vous nous présentez. Autre coût induit par la mise en concurrence que vous tentez de masquer, c'est celui de la création d'un atelier de maintenance. Là aussi, vous nous dites que cela n'a pas de lien, qu'il faudra bien augmenter la maintenance en prévision de l'augmentation de l'offre.
D'abord, vous n'avez jamais apporté une seule étude qui me démontre cela. Et je me permets d'en douter parce que les ateliers de maintenance existants ont encore des capacités. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les professionnels qui y travaillent. Et ces capacités ne seront pas épuisées, même avec les quelques rames qui seront acquises d'ici 2030. Et d'ailleurs, j'ajoute que ce nouvel atelier de maintenance sera prévu au contrat de service public conclu avec l'opérateur choisi. C'est inscrit en toutes lettres dans le rapport T300 que nous votons dans cette session, mes chers collègues. Et si vous en doutez, je vous invite à le lire, la page 2, avant-dernier paragraphe. L'atelier de maintenance est dans le paragraphe 2 sur l'ouverture à la concurrence. Donc, mes chers collègues, je suis désolé pour ce détail fastidieux, j'en conviens, mais je tenais à le faire parce que ce qui est écrit dans les rapports n'a aucune importance. Et ce serait grave, vous en conviendrez. Ou alors, et je n'ai fait que lire les rapports, il faut assumer ces réalités. Oui, nous avons besoin de transparence pour éclairer nos débats, pour éclairer les Ligériennes et les Ligériens sur les choix que vous faites et sur l'usage de l'argent public. Cet argent public est bien destiné à financer la concurrence, c'est bien ça que vous faites supporter aux familles. Et il est vraiment de votre devoir de faire une opération transparence sur les coûts et les dépenses. Et vous ne le faites pas dans ce budget, d'ailleurs, au-delà de ça. Dans le rapport 301, vous nous demandez de voter 51 millions d'euros d'autorisation d'investissement. Or, dans le contenu du rapport, vous indiquez la destination de 3 millions d'euros seulement. Pour les 48 autres, c'est à nous de deviner. On a des listes, mais sans affectation. Vous nous donnez une liste d'opérations sur le fret ferroviaire, à nous de deviner. Il y a fret ferroviaire. Ce manque de transparence, à la fois dans les chiffres sur l'ouverture à la concurrence, mais à la fois dans ce rapport, justifie naturellement nos votes contre sur nombre de rapports et l'abstention sur ce rapport 301. Parce qu'en réalité, nous ne savons pas sur quoi nous votons. Madame la Présidente, Guillaume Garot évoquait ce matin le décalage entre les priorités affichées et la réalité. Il y a un exemple criant dans notre commission, c'est la création d'une aide à l'achat d'un vélo pour les lycéens et les étudiants. C'était une de vos promesses de campagne, Madame la Présidente, page 7 de votre programme. Vous voyez, j'ai des lectures saines. Cette promesse a disparu. Je sais que le mandat est encore long, mais entre la tarification solidaire dans les transports, la tarification sociale dans les cantines, l'aide à l'achat d'un vélo pour les jeunes, et j'en oublie, ça commence à faire beaucoup de mesures non urgentes, promises, et qui ne sont pas mises en place. Je voudrais terminer mon intervention en évoquant deux annonces récentes de l'État. D'abord, le ministre des Transports a annoncé récemment une enveloppe de 100 millions d'euros pour les autorités organisatrices de transport en province, et 200 millions pour l'Île-de-France. 100 millions donc pour la Provence. J'en conviens avec vous, c'est bien peu. Mais dans l'urgence budgétaire que vous nous décrivez, je m'interroge sur la nature de votre mobilisation et sur ce que vous engagez pour bénéficier d'une part de ces crédits. Il serait sans doute bien utile. Et puis, autre annonce sur laquelle je veux revenir, c'est celle du président de la République sur les RER métropolitains. Alors certes, on aurait pu espérer que sur un tel sujet, ce ne soit pas à l'occasion d'une réponse à Margot sur YouTube. Il aurait sans doute été utile que le gouvernement et les régions ne découvrent pas à cette occasion. Mais l'annonce est là. Et j'ai trouvé, Madame la Présidente, votre réaction bien tiède. Ce matin, vous évoquiez Johanna Rolland dans votre propos. Je crois utile de rappeler que la présidente de la métropole s'est exprimée clairement et publiquement, et donc vous le savez, le 28 novembre, en indiquant qu'elle avait écrit à la Première ministre pour lui dire que la métropole était prête à travailler avec l'État et la région à la réalisation de ce projet. Alors vous en appuyez ce matin à des chiffres. Je ne crois pas plus que la métropole est prête à s'engager. La présidente de la métropole l'a dit publiquement. Je ne crois pas qu'elle soit en situation de donner des chiffres. Pas plus que vous d'ailleurs, parce que nous n'avons pas non plus vos chiffres sur votre engagement dans un RER métropolitain. Et pour la bonne raison, c'est que le sujet premier, c'est d'aller chercher des financements de l'État. On sait très bien que ce projet ne peut pas se faire sans financement de l'État. Et donc, puisque la présidente de la métropole a exprimé une position claire sur le principe, je crois que la région doit aussi, de façon formelle, saisir la balle au bond, dire à l'État chiche et exprimer une position tout à fait claire en demandant les crédits qui vont avec, et donc en s'engageant dans une discussion avec l'État à ce sujet. C'est donc le sens du vœu que nous proposons avec le groupe Printemps des Pays de la Loire lors de cette session, et je ne doute pas, puisque vous semblez favorable au RER métropolitain, que vous soutiendrez ce vœu. Je vous remercie.